Bonjour, voilà comme prévu quelques vidéos pour faire la révision de notre module, le diagnostic des systèmes automatiques. Cette révision-là, je vais le faire suivant ce plan-là. Alors, on va voir plusieurs notions, une dizaine à peu près. On va commencer par faire quelques rappels concernant les systèmes automatiques, donner des exemples, parler de leurs principes de fonctionnement. Avant d'attaquer la notion cœur de notre module, qui est le diagnostic, on va voir c'est quoi le diagnostic, pourquoi on le fait et surtout comment le faire. Avant de passer au calcul, on va présenter les différentes étapes du diagnostic, les différentes méthodes, parler de la terminologie liée au diagnostic, parce que pour maîtriser un domaine, il faut connaître la terminologie de ce domaine-là. Après cela, on va passer au calcul des résidus. Les résidus sont les informations qui nous permettent de poser le diagnostic des systèmes automatiques, électriques ou industriels. On a vu pendant le cours que trois méthodes sont retenues pour notre cours, qui sont la redondance analytique, les observateurs d'état et l'identification paramétrique. Ceci dit, puisque vous n'avez pas eu une bonne information sur les observateurs d'état, je pouvais pas m'avancer sur ce terrain-là, à moins de refaire tout le cours, et j'avais pas ni le temps ni les prérogatives de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on avait décidé? De voir la redondance analytique, l'identification paramétrique, et le fait de connaître comment calculer les résidus par ces deux méthodes. J'estimais que cela suffisait largement pour que, une fois dans votre travail, Inch'Allah, celui qui aura besoin d'appliquer de calculer les résidus en utilisant les observateurs d'état, là, il peut s'y mettre, revoir la notion des observateurs d'état, comment les calculer, les méthodes, etc. Et puis appliquer ce qu'on va voir sur c'est-à-dire translater les connaissances qu'il aura acquises concernant le calcul des résidus par la redondance analytique et l'identification paramétrique pour arriver à ses fins. Les résidus, une fois calculés, on va les exploiter pour poser notre diagnostic des systèmes étudiés, et pour cela, ils doivent être traités. Alors, le traitement des résidus, c'est quoi, c'est pourquoi et comment le faire? Ça, on va le voir en dernier lieu, et on va présenter quelques exemples d'application. Voilà ce que on doit connaître quand on s'intéresse au diagnostic des systèmes automatiques. Voilà. Alors, on va commencer par faire un rappel des systèmes automatiques. Pourquoi? Parce que notre module, c'est diagnostic des systèmes automatiques. Si on ne connaît pas c'est quoi le diagnostic, c'est quoi le système automatique, alors je doute fort qu'on puisse comprendre le diagnostic et comment le faire, parce que c'est un peu plus délicat. Alors, quand on parle, généralement on parle de système automatique, mais il faut savoir que généralement ce sont des systèmes, si on peut dire, hiérarchisés. Il y a des systèmes et chaque système est composé de ce système, etc. Mais vous allez dire, alors c'est quoi un système? On va parler de processus industriel. C'est plus compliqué. C'est une installation. On parle de l'installation. Alors on va dire que c'est un processus industriel. Un processus industriel, c'est quoi? C'est une installation complexe assumant un objectif fonctionnel de haut niveau. Ça peut être la production de biens ou de services. Alors, un processus assure la fabrication d'un produit ou fournit un service. C'est quoi la différence entre fabriquer un produit ou fournir un service? Je prends plusieurs exemples. Par exemple, on a la raffinerie pour la production de produits pétroliers. C'est quoi? C'est un produit. On fournit un produit. Par exemple, un avion. On utilise l'avion pourquoi? Pour faire transporter des individus, les personnes et
les bagages, les biens, etc. Alors, on parle de transport. Le transport, ça ne se touche pas. Le transport, c'est un service. Le train, c'est le service aussi de transporter les marchandises et les personnes. La voiture aussi, c'est le service. Le micro-ordinateur, qu'est-ce qu'on fait avec un micro-ordinateur? Eh ben, on traite des données, on fait le calcul scientifique, ça peut être utilisé pour la gestion de données, etc. C'est un service, ce n'est pas un produit. Une usine, une chaîne de fabrication, par exemple, de couscous ou des pâtes, des spaghettis, c'est l'objectif, c'est la fabrication de produits. C'est ça le processus industriel. Alors, le processus industriel peut être vu décomposé en plusieurs systèmes. C'est le premier niveau de hiérarchie. On a le processus, puis chaque processus peut être décomposé en plusieurs sous-systèmes et plusieurs systèmes, et chaque système peut être à son tour décomposé en plusieurs sous-systèmes, et ainsi de suite. On peut, dans des processus très compliqués, avoir plusieurs niveaux de hiérarchie. Et enfin, à la base, on trouve le composant. Alors, on peut... déjà, il faut savoir que les sous-systèmes sont décomposés en composants bien déterminés, en règle générale. En pratique, ce sont sur ces composants que l'on effectue, sur ce système qu'on effectue la maintenance. Et les composants, qu'est-ce qu'on fait généralement pour un composant? On le remplace. Je prends par exemple l'exemple d'un climatiseur. Déjà, vous voyez qu'on a une partie qu'on installe dans la maison, une partie à l'extérieur. Là, déjà, on a l'impression qu'on a deux systèmes. Dans la partie qui s'installe dans la maison, déjà, on a un système de réception. Lorsqu'on change la température, on commande à l'aide d'une commande. Déjà, là, on a un système de filtre, etc. Je m'intéresse à la partie qui se trouve à l'extérieur. On a un moteur, on a le système de refroidissement qui contient le liquide, et on a des systèmes, et chaque système est composé de sous-systèmes et de composants. Par exemple, il nous arrive à avoir des problèmes avec notre climatiseur et on nous dit que c'est le condensateur. Le condensateur, c'est quoi? C'est un système, sous-système, c'est un composant? Eh bien, c'est un composant parce qu'on peut pas réparer le condensateur. On le change. Le composant, c'est le dernier élément décomposable dans un processus. Et là, ce sous-système, généralement, on le change. Alors, je prends deux exemples pour expliquer cette notion de hiérarchie dans les processus. Je prends l'exemple du micro du PC parce que tout le monde a déjà touché un PC. Déjà là, je vois la souris, c'est un système, le clavier, c'est un système, ce sont deux systèmes d'entrée d'information. On a l'écran en lui, c'est un système à part d'affichage, c'est-à-dire c'est une interface de sortie. Et là, dans l'unité centrale, on peut avoir plusieurs systèmes, stockage. Déjà, le microprocesseur est un système compliqué, c'est le corps de l'ordinateur lui-même, c'est un système. Alors, pour l'avion sert à fournir un service qui est le transport. Elle contient plusieurs systèmes. Déjà, on a le système d'atterrissage, le système de pilotage automatique, le système d'éclairage, le système de climatisation. On a les moteurs, chaque moteur est un système, le système de freinage, etc. C'est un monde. Une porte dans un avion est un système. Un fauteuil, une chaise, c'est un système parce que c'est compliqué. On a les systèmes d'affichage, les écrans, etc. C'est ça la notion de système sous système dans un processus. Alors, quelques exemples. J'ai pris plein d'exemples allant du plus simple au plus compliqué. On peut voir par exemple ici des portes coulissantes qui s'ouvrent et se ferment automatiquement, un système d'arrosage, les ascenseurs, un ascenseur, c'est un système automatique. Les systèmes automatiques de chargement et de déchargement, c'est comme ceux qu'on trouve aux aéroports, les tapis pour déplacer les bagages. On peut trouver ce système automatique dans une chaîne de fabrication. Une chaîne de fabrication, c'est un système d'un processus, mais elle aussi, elle peut contenir
un système automatique de chargement et de déchargement de produits fabriqués. Voilà. Je vais passer à la prochaine.